Séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Château-Richer, tenue ce 13 avril 2026 à 19 heures au deuxième étage du centre Olivier-le-Tardif, à laquelle sont présents Mesdames les conseillères Caroline Patry-Jonca, Katia Cochon et Guylaine Lefrançois, ainsi que Messieurs les conseillers Éric Rémillard, Maxime Roberge et Patrick Tanguay, sous la présidence du maire M. Gino Pouliot. Sont également présents la directrice générale Mme Magali Lavigne, la greffière et trésorière adjointe Mme Mélanie Ferland, ainsi que moi-même M. Edine Guzy, greffier. Les membres présents à l'ouverture forment quorum et la séance ordinaire du 13 avril 2026 est déclarée légalement constituée et ouverte à 19h. Merci, M. le greffier. Donc, je souhaite la bienvenue à tout le monde ici présent ce soir pour cette séance du 13 avril. Je vais également remercier les gens qui nous écoutent présentement via le Zoom et je vais saluer également les gens qui vont nous écouter via la télé d'ici. Donc, sans plus tarder, nous allons procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Donc, prenez note au niveau de l'adoption de l'ordre du jour que le point 10.7 qui apparaît est retiré parce qu'on n'a pas eu toute l'information nécessaire pour être capable de présenter le point ce soir. Donc, considérant que l'ordre du jour respecte le règlement 648-25 relatif à la régie interne et que les membres du conseil ont pris connaissance de l'ordre du jour et qui renoncent à sa lecture, et considérant qu'il est important de modifier modifier le nom de la résolution relative aux comptes généraux, de sorte que ce qu'elle soit lue tel qu'il suit. Donc, comptes généraux au 10 avril 2026 et dépôt du rapport sur les autorisations de dépenses pour la période du 1er mars 2026 au 10 avril 2026. Donc, considérant que l'autre jour ainsi modifié respecte les critères, j'aurais besoin d'un proposeur ou d'une proposeuse. Je vais proposer, M. Donc, Mme Katia Cochon propose que l'ordre du jour de la séance ordinaire du 13 avril 2026 est adopté tel que modifié. Ceux et ceux qui sont d'accord? D'accord. Merci, c'est adopté à l'unanimité. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à M. Rémillard pour le point 4.1. Oui, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mars 2026. Considérant que les membres du conseil municipal ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mars 2026, et ce, préalablement à la séance. Considérant que tous les membres du conseil municipal renoncent à la lecture du dit procès-verbal, en conséquence, je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mars 2026 soit adopté tel que déposé. Merci. Donc, il n'y a pas de demande de vote. C'est adopté à l'unanimité. Le point 5.1, Mme Lefrançois. Merci beaucoup. Alors, ce soir, pour les comptes généraux, nous allons vous présenter du 1er mars au 10 avril 26. Donc, vous le savez, on est encore en migration avec un nouveau système. Les choses se font progressivement. On a des petits changements à apporter. Donc, on en a peut-être encore pour un mois ou deux. Après ça, on va retrouver notre stabilité, tout simplement. Alors, mais on vous présente encore une fois toujours les dépenses de 5 000 $ et plus. Alors, j'y vais comme suit. Alors, la communauté métropolitaine du Québec pour 9 463,34 $. Le déneigement Daniel Lachance, donc un total de 9 728,70 $. Eureka Environnement, donc 7 450,38 $. Excavation terrassement Loïc Lange-Gardien, donc un total de 9 844,45 $. La Fédération québécoise des municipalités pour un total de 10 149,22 $. Ensuite, Hydro-Québec pour un total de 7 090,58 $. Après ça, Kemira Water Solution Canada Montréal, 11 488,93 $. Ensuite, l'Arsenal, ce qui monte à 33 049 $, dont l'achat de 9 bunkers de pompiers, qui monte à 30 353 $ pour les 9 bunkers. Ensuite, Marc-André Paré Consultant, donc on sait qu'on fait affaire avec une firme pour l'embauche, les évaluations et tout, donc 8 880,26 $. Ministère des Finances, au niveau de la quote-part de la Sûreté du Québec, donc le premier paiement sur deux, de 348 230. Le prochain va être en juin. Par la suite, Morancy, Société d'avocats, pour 10 704,65 $. Ensuite, Permaroute pour 12 005,38 $. PSD électrique pour 6 048,11 $. La régie intermunicipale Aréna Côte-de-Beaupré, donc
La première quote-part, 17 806. La régie assurance incendie là, pour Bois-Châtel et Ange-Gardien, la quote-part, donc 98 085 $. Ensuite, Celto Distribution pour le sel de déglaçage, donc 23 101,89 $. SG Énergie pour le diesel, donc 17 055,8 $. Ensuite, Union Structure pour 5 490,6 $. Ensuite, Vileco pour 39 472,33 $. Ensuite, pour une demande de mandat d'intérim de remplacement à la direction finance, parce qu'on sait qu'il nous manque une ressource actuellement, 8 403,13 $ pour les traitements des dossiers, les conciliations bancaires et tout. Par la suite, les déductions à la source, donc provinciales, 55 497,81 $, fédéral 19 757,45 $, des salaires pour 151 812,34 $. Donc, pour un grand total de 1 376 647,83 $. Alors, je reviens à la résolution. Considérant que le conseil municipal prend en considération la liste des comptes à payer en date du 10 avril 2026, considérant qu'en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes, tout fonctionnaire ou employé qui accorde une autorisation de dépense doit l'indiquer dans un rapport, je propose d'approuver la liste des comptes à payer, totalisant la somme de 1 376 647,83 $ pour la période se terminant le 10 avril, incluant les salaires, d'autoriser les paiements des comptes dus, de reconnaître que cette même liste fait foi de rapports sur les autorisations de dépenses, d'autoriser le maire et la trésorière à signer tous les documents afférents. Merci. Donc, il n'y a pas de demande de vote. C'est adopté à l'unanimité. Le point 6, donc les sujets sur lesquels on veut vous donner de l'information. Je vais passer la parole à Mme Lefrançois. Excusez-moi, Mme Patrick Jonca, oui. J'avais écrit son nom, mais c'est le tien. Alors, bonsoir tout le monde. Donc, pour faire un petit rappel, samedi 18 avril prochain, l'encan chinois d'Or et Reflet, donc au profit du symposium qui a lieu cet été, c'est samedi soir ici au Centre Olivier-Le-Tardy à compter de 19h. Donc, on vous attend en grand nombre. Merci beaucoup. Donc, moi, je vais vous aborder le sujet des chemins présentement. On a eu, c'est sûr qu'on a eu des appels de personnes parce que les chemins sont présentement, on a des trous dans certains endroits. Et vous savez aussi qu'il y a eu du transport de vrac qui a commencé aussi également. Pour le transport de vrac, j'ai appelé la SQ, j'ai vérifié avec eux autres par rapport à ça. Donc, c'est sûr que les gens, dans la période de dégel, ils peuvent circuler, sauf que les chargements sont moins lourds. Donc, l'intervention à faire pour donner suite à ça, c'est si des fois on savait les heures où les gens circulent, on peut toujours faire une demande aux contrôleurs routiers pour qu'ils viennent faire peser pour contrôler les camions, là. Mais je sais que dans le passé, ça a été fait, puis les contrôles qui avaient été faits, les gens, ils respectaient le tonnage qui était permis là, en période de dégel. Mais quand on est en période de présentation des points d'information, puis il va y avoir une période ouverte de questions si vous avez des questions plus tard, monsieur. Donc, on invite les gens là, à l'appeler à la ville si des fois on s'aperçoit qu'il y a de la circulation puis les camions semblent plus lourds qu'ils devraient l'être pour pouvoir intervenir à ce niveau-là pour éviter le bris des routes. Pour ce qui est des trous présentement, on sait qu'il y a beaucoup d'eau sur la chaussée, donc c'est difficile des fois de les voir. Je pense qu'on aurait pu mettre des pavillons là, pour indiquer qu'il y avait des trous dans le chemin. Là, c'est des choses que je pense qu'on va demander pour qu'ils soient faites, pour que ça soit fait pour indiquer aux gens. Mais dès que la chaussée va le permettre, puis que l'état de la chaussée va nous permettre de le faire, les réparations vont être faites au fur et à mesure. Mais si des fois il y a des endroits où il n'y a pas d'indication, puis vous avez noté qu'il y a des trous dans le chemin, peut-être aviser la ville pour qu'on puisse intervenir, puis aller mettre des indications, au moins que les gens le sachent, pour que ça soit plus prudent, plus sécuritaire pour les gens à ce moment-là. Et je vous rappelle aux gens aussi que à chaque année, on a augmenté les budgets là, pour réparer les chemins. L'an passé, on avait prévu 60 000 $, mais on a investi environ 40 000 $. On avait dit aux gens, le début de la saison, il était beaucoup plus vieux, donc c'était long avant qu'on puisse travailler sur la route pour en faire. Mais on a quand même réussi à faire un bon bout de chemin. Cette année, on a réinvesti, on a remis encore 60 000 $ dans le budget. Puis en plus, on a investi dans l'achat d'une benne pour garder l'asphalte chaude pour avoir plus de quantité à la fois.
Donc, ça va faire en sorte que les gens vont moins voyager pour aller chercher du matériel, puis on va pouvoir en répandre plus à la fois là, pour en couvrir plus grand là, pour les mêmes montants d'argent. Donc, on a investi de ce côté-là là, dans l'espoir de pouvoir réparer les routes le plus possible. Mais comme vous l'avez vu, un peu partout au Québec, on fait face à les mêmes genres de situations, mais quand on les vit nous autres mêmes, c'est pas nécessairement ce qu'on souhaite, mais ça fait partie des tempéries qu'on a ici à Château-Richer, au Québec. Donc, puis l'autre point que je voulais vous parler, c'était pour la tribune. Ça sera pas long. Pour ce qui est de la tribune, elle va être imprimée probablement demain, donc une sortie qui est prévue là, pour la fin du mois d'avril. Donc j'invite les gens à consulter régulièrement le Facebook parce qu'on va annoncer quand elle va être distribuée à la maison. On veut que les gens en prennent connaissance. Puis on aimerait ça aussi avoir des feedbacks des gens, comment vous avez trouvé le nouveau contenu, parce qu'on a refait un peu l'image de la tribune, les contenus, comment c'est partagé aussi en même temps. On a essayé de mettre le plus de contenu possible aussi. Donc, si vous avez des commentaires, des suggestions par rapport à la production de notre journal, ben, s'il vous plaît, appelez à la ville puis tenez-nous au courant. Ça va nous faire plaisir de prendre en considération là, vos interventions à ce niveau-là puis vos besoins aussi en même temps. Donc, ça conclut les points d'information. Nous allons poursuivre l'ordre du jour. Nous sommes maintenant rendus au point 7.1. M. Tanguay. L'adoption du règlement 651-26 modifiant le règlement de zonage numéro 575-20. Considérant que le règlement de zonage 575-20 prescrit des normes d'éloignement autour des milieux humides et hydriques dans les bassins versants de prise d'eau potable, considérant que ces normes, issues du premier plan métropolitain d'aménagement et de développement, s'adaptent mal aux spécificités locales et représentent un frein pour construire de nouveaux bâtiments principaux, et ainsi optimiser l'utilisation d'espaces déjà urbanisés. Considérant que le schéma d'aménagement et de développement durable de la MRC de la Côte-de-Beaupré permet, sous certaines conditions, de déroger à ces normes par modification réglementaire conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Considérant que la MRC de la Côte-de-Beaupré a réalisé un exercice d'analyse susceptible de permettre la prise en compte de l'héritage urbanistique du territoire, tout en garantissant les impératifs de protection des milieux humides et hydriques associés aux normes subventionnées. Considérant que la Ville de Château-Richer juge opportun de pouvoir optimiser l'utilisation d'espaces déjà urbanisés tout en garantissant la protection des milieux humides et hydriques. Considérant que le règlement de zonage 575-20 est le véhicule réglementaire identifié à cette fin. Considérant que des objectifs et des critères relatifs à la diminution de la norme d'éloignement par rapport à des milieux humides et hydriques dans les bassins versants de prise d'eau potable devront être par ailleurs prescrits au règlement 579-20 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Considérant que le règlement 651-26 a pour objectif de modifier le règlement de zonage 575-20, principalement afin d'identifier les lots admissibles à une diminution de la norme d'éloignement par rapport à des milieux humides et hydriques dans les bassins versants de prise d'eau potable, permettre une meilleure densité dans certains secteurs du périmètre urbain desservis par l'aqueduc et les égouts, ainsi que de retirer 2 réalisations complétées avec succès. Considérant que le règlement 651-26 a pour objet de modifier le règlement de zonage 575-20 sur divers autres objets, notamment afin de devancer au 1er octobre les périodes durant lesquelles les abris d'hiver sont autorisés. Considérant que l'avis de motion du règlement numéro 651-26 a été dûment donné lors de la séance ordinaire du Conseil du 9 février 2026. Considérant que le projet de règlement 651-26 tel qu'adopté lors de la séance du 9 février 2026 a fait l'objet d'une consultation publique tenue le 26 février 2026, considérant qu'aucune objection n'a été formulée durant la séance de consultation publique et que les clarifications ont été apportées pour les questions soulevées, considérant que le second projet de règlement 651-26 tel qu'adopté le 9 mars 2026 a fait l'objet d'une demande d'approbation référendaire à la suite d'un avis public effectué le 10 mars dernier, conformément aux articles 132 et suivants de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Considérant qu'aucune demande d'approbation référendaire valide n'a été reçue à l'égard du second projet de règlement, considérant qu'une copie du règlement a été remise aux membres du conseil municipal au plus tard 72 heures avant l'heure fixée par le début de la séance d'adoption,
Considérant que ce règlement était disponible pour consultation à la mairie 2 jours ouvrables avant la séance ordinaire du 13 avril 2026, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, considérant que des copies du règlement étaient disponibles à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance d'adoption, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je propose d'adopter le règlement 651-26 modifiant le règlement de zonage numéro 575-20. Merci. Donc, il n'y a pas de demande de vote. C'est adopté à l'unanimité. Les points 7.2 et 7.3, M. Rémillard. Avis de motion, projet de règlement 658-26, modifiant le règlement de lotissement numéro 578-20, afin de permettre les lots partiellement enclavés et d'intégrer des normes spécifiques pour les nouvelles rues en zone de villégiature prioritaire. Donc, considérant l'article 356 de la loi sur les cités et villes, ainsi que les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, par la présente, je donne avis de motion qui sera adopté à une séance ultérieure et à la suite du processus défini par la loi, le règlement numéro 658-26, modifiant le règlement de lotissement numéro 578-20, afin de permettre les lots partiellement enclavés et d'intégrer des normes spécifiques pour les nouvelles rues en zone de villégiature prioritaire. 7.3. Adoption du projet de règlement 658-26, modifiant le règlement de lotissement numéro 578-20 afin de permettre les lots partiellement enclavés et d'intégrer des normes spécifiques pour les nouvelles rues en zone de villégiature prioritaire. Donc, considérant le potentiel d'urbanisation du territoire de la ville de Châteaurocher est limité dans le secteur sud au périmètre urbain actuel, considérant que le périmètre urbain actuel présente quelques potentiels d'urbanisation pertinents sur des lots partiellement enclavés ou des lots enclavés dont l'enclave ne pourrait être que partiellement levé. Considérant que le Conseil juge en conséquence opportun de permettre le lotissement et ultimement la construction sur les lots partiellement enclavés, considérant que certaines normes actuelles de lotissement relatives aux nouvelles rues s'adaptent mal au contexte d'aménagement des zones prioritaires de villégiature prévues au plan d'urbanisme, considérant que le Conseil juge en conséquence opportun d'intégrer des normes de lotissement spécifiques aux nouvelles rues en zone de villégiature prioritaire, considérant que le projet de règlement 658-26 a pour objectif de modifier le règlement de lotissement 576-20, principalement afin de permettre les lots partiellement enclavés et d'intégrer des normes spécifiques aux nouvelles rues en zone de villégiature prioritaire. Considérant l'avis de motion du règlement numéro 653-26 a été dûment donné lors de la présente séance, considérant qu'une copie du règlement a été remise aux membres du conseil municipal au plus tard 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la séance d'adoption, considérant que ce règlement était disponible pour consultation à la mairie 2 jours ouvrables avant la séance ordinaire du 13 avril, conformément à l'article 356 sur la loi sur les cités et villes, considérant que des copies du règlement étaient disponibles à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance d'adoption, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. En conséquence, je propose d'adopter le projet de règlement 658-26, modifiant le règlement de lotissement 578-20, afin de permettre les lots partiellement enclavés et d'intégrer des normes spécifiques aux nouvelles rues en zone de villégiature prioritaire. Merci. Donc, comme il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté à l'unanimité. Le point 7.4 et 7.5, M. Remillard. Ouais, avis de motion, projet de règlement 659-26, modifiant le règlement du zonage 575-20. Donc, considérant l'article 356 de la loi sur les cités et villes, ainsi que les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, par la présente, je donne avis de motion qui sera adopté à une séance ultérieure et à la suite du processus défini par la loi, le règlement numéro 659-26, modifiant le règlement de zonage 575-20. Donc, résolution 7.5, adoption du projet de règlement 659-26, modifiant le règlement de zonage 575-20. Considérant que le règlement 653-26 a modifié le règlement 574-20 relatif au plan d'urbanisme sur divers autres objets, notamment afin d'identifier 3 zones prioritaires de villégiature sur le territoire de la ville de Châteaurocher. Considérant ces zones doivent être transcrites dans le règlement de zonage 575-20 afin d'assurer la concordance avec le plan d'urbanisme et afin d'identifier les normes usuelles de zones applicables. Considérant que la ville de Châteaurocher souhaite contribuer
à répondre aux besoins en logement induits par la croissance des ménages projetés pour la région métropolitaine de recensement de Québec. Considérant que la Ville de Château-Richer souhaite harmoniser partiellement sa réglementation avec celle des municipalités de la Côte-de-Beaupré concernant les mesures d'atténuation applicables à la classe d'usage P4 matières résiduelles. Considérant que le projet de règlement 659-26 a, en conséquence de ce qui précède, pour objet de modifier le règlement de zonage 575-20, principalement afin d'identifier les 3 zones prioritaires de villégiature prescrites au plan d'urbanisme, permettre une meilleure densité dans une zone de périmètre d'urbanisation, retirer les établissements de type éco-centre de la liste des lieux assujettis aux mesures d'atténuation applicables à la classe d'usage P4, considérant que le projet de règlement 659-26 a pour objet de modifier le règlement de zonage 575-20 sur d'autres objets, notamment afin de prescrire des normes particulières pour l'implantation des bâtiments complémentaires dans les zones de villégiature prioritaires. Considérant que l'avis de motion du règlement numéro 653-26 a été dûment donné lors de la présente séance, considérant qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil au moins 72 heures avant l'heure fixée, considérant que ce règlement était disponible pour la consultation à la mairie 2 jours ouvrables avant la séance ordinaire du 13 avril, considérant que des copies du règlement étaient disponibles et à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance d'adoption, conformément à la loi sur les cités et villes. En conséquence, je vous propose d'adopter le règlement 659-26 modifiant le règlement de zonage 575-20. Merci. Donc, il n'y a pas de demande de vote, donc c'est adopté à l'unanimité. 7.6, M. Remillard. Avis de motion et dépôt du projet de règlement d'emprunt 660-26, décrétant une dépense et un emprunt d'excédent-part 775 000 $ pour l'acquisition et le remplacement d'équipements roulants et d'outillage spécialisés pour le service des travaux publics. Donc, considérant la loi sur les cités et villes, par la présente, je donne avis de motion qui sera adopté une séance subséquente, le règlement d'emprunt numéro 660-26, décrétant une dépense et un emprunt d'excédent-part 775 000 $ pour l'acquisition et le remplacement d'équipements roulants et d'outillage spécialisés pour le service des travaux publics. Je dépose le projet de règlement numéro 660-26, séance tenante. Merci beaucoup pour le dépôt et l'avis de motion. 7.7, donc c'est l'avis de motion et dépôt du règlement 661-26 qui modifie le règlement 615-24. Le règlement 615-24 a été voté en 2024. Ça concernait la gestion des compteurs d'eau. Et plus le règlement était plus écrit et détaillé, ou dans lequel on faisait référence plus à des installations dans les milieux commerciaux ou industriels. Donc, il était moins adapté, si on veut, au niveau du résidentiel. Puis, comme vous le savez, on doit installer 60 compteurs d'eau au niveau du résidentiel, aux frais de la ville. Et les gens devaient être faits sur une base volontaire. Mais comme il n'y a pas eu de volontaire, on va y aller d'une autre manière. Fait qu'on va solliciter des gens directement là, pour installer ces choses-là, ces compteurs d'eau-là. Donc, ce règlement-là vise la procédure là, au niveau du résidentiel. Là, ça va faire la suite. Donc, ça met à jour le règlement qui avait été adopté. Donc, il va être modifié. Puis, il va contenir les informations que je viens de vous partager. Nous sommes maintenant rendus au point 8.1 qui est... je pose la parole à Mme François. Oui. Alors, gestion contractuelle, donc l'octroi de contrat pour le traçage des bandes de démarcation routière pour la saison estivale 2026. Alors, considérant que la Ville de Château-Richer a procédé à un appel d'offres sur invitation, aux fins d'obtenir des soumissions pour le traçage des bandes de démarcation routière, considérant les résultats de l'appel d'offres tels qu'ils suivent, ligne Masca pour 23 609,50 $, Permaligne pour 22 097 $ et Pro Marquage de la Capitale pour 16 016. Considérant que la soumission déposée par Pro Marquage de la Capitale est la plus basse soumission conforme, je recommande d'octroyer le contrat à l'entreprise Pro Marquage de la Capitale pour le traçage des bandes de démarcation routière au montant de 16 016 $, excluant toute taxe applicable. Merci. Donc, comme il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté à l'unanimité. 8.2, Mme Lefrançois. Oui, alors cette fois-ci pour le balayage des rues puis stationnement de la Ville. Donc, considérant que la Ville de Château-Richer a procédé à un appel d'offres sur invitation aux fins d'obtenir des soumissions pour le balayage des rues et des stationnements de la Ville, considérant les résultats de l'appel d'offres tels qu'ils suivent, nous en avons reçu seulement une, donc les entreprises Tréma pour 28 142, on précise que c'est un taux horaire avant taxe pour surplus de 160 $.
Alors, considérant que la soumission déposée par les entreprises Tréma est la plus basse soumission conforme, je recommande d'octroyer le contrat aux entreprises Tréma pour le balayage des rues et des stationnements de la ville au montant de 28 142, excluant toute taxe applicable, et au taux horaire de 160 $ excluant toute taxe applicable pour tout surplus tel que défini par les documents d'appel d'offres. Merci. Donc, comme il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté à l'unanimité. 9.1, M. Tanguay. Oui, je dépose le compte-rendu pour la réunion du CCU du 18 mars là, comme étant le compte-rendu du 18 mars par le comité consultatif en urbanisme. 9.2. 9.2, approbation PIA remise aux 7 montées du parc, considérant que le projet vise l'implantation de 7 remises aux 7 montées du parc selon les modalités suivantes. Structure en plastique de couleur grise, superficie unitaire maximale de 2,5 m², localisation de 4 unités aux abords du bâtiment principal, localisation de 3 unités le long de la ligne du lot, commune avec celle du lot du bassin de rétention d'eau pluviale. Considérant que les membres du CCU ont, lors de leur réunion du 18 mars 2026, émis une recommandation au conseil municipal visant à accepter sans condition particulière la demande d'approbation au règlement numéro 579-20 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale afin de permettre l'implantation de cette remise aux 7 montées du parc. En conséquence, je propose d'accepter sans condition particulière la demande. Comme il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté à l'unanimité. 9.3, M. Tanguay. Approbation au PIA pour des remises aux 13 montées du parc, considérant que le projet vise l'implantation de 8 remises aux 13 montées du parc selon les modalités suivantes. Structure en plastique de couleur grise. Superficie unitaire maximale de 2,5 m². Localisation de 6 unités au fond des espaces de stationnement. Localisation de 2 unités à proximité de la ligne du lot commune avec celle du lot de l'allée d'accès au parc des loisirs. Considérant que les membres du CCU, lors de la réunion du 18 mars, émis une recommandation au conseil municipal visant à accepter la demande d'approbation au règlement 579-20 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale afin de permettre l'implantation de 8 remises aux 13 montées du parc, le tout selon les modalités subventionnées et compte tenu des adaptations nécessaires découlant de la condition suivante, soit que la localisation des 2 unités projetées à proximité de la ligne de l'eau, commune avec celle du lot de l'allée d'accès au parc des loisirs, soit revue de manière à ce que ces unités soient relocalisées au fond des espaces de stationnement et aux abords du bâtiment principal. Donc, je propose d'accepter avec les conditions que je viens de nommer. Merci. Donc, il n'y a pas de demande de vote. C'est adopté à l'unanimité. 9.4, M. Tanguay. Approbation au PIA, rénovation extérieure et aménagement paysager pour le 8930 boulevard Sainte-Anne, considérant que le projet vise la réalisation des travaux suivants sur la résidence. Remplacement du revêtement actuel en Canexel pour un revêtement en fibrociment brun foncé. Remplacement des soffites et fascias de couleur noire. Remplacement des portes et fenêtres en PVC noir. Remplacement de l'éclairage LED dans les soffites. La pierre des champs du côté gauche et en façade sera remplacée par de la pierre sur touch. Collection de RAM de couleur gris Newport. Réfection de l'aménagement paysager de la façade avant, remplacement de l'escalier de gauche en façade avant pour un escalier en béton. Considérant que les membres du CCU, lors de la réunion du 18 mars 2026, émis une recommandation au conseil municipal visant à accepter sans condition particulière la demande d'approbation au règlement 579-20 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale afin de permettre les travaux subventionnés sur la résidence située au 8930 boulevard Sainte-Anne. Donc, en conséquence, je propose d'accepter la demande. Merci. Donc, il n'y a pas de vote. C'est demande de vote. C'est adopté à l'unanimité. 9.5, M. Tanguay. Approbation au PIA pour un sauna au 94 montée du parc, considérant que le projet vise l'implantation d'un sauna Barry au 94 montée du parc selon les caractéristiques suivantes. L'implantation en cour arrière, implantation à une distance minimale de 1,5 m des lignes latérales, sauna Barry en cèdre d'une dimension de 6,5 pieds par 8 pieds avec poêle électrique, demi-verre, panoramique et porche frontale.
Considérant que les membres du CCU, lors de la réunion du 18 mars dernier, ont émis une recommandation au conseil municipal visant à accepter sans condition particulière la demande d'approbation au règlement numéro 579-20 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, en conséquence, je propose d'accepter la demande. Merci. Il n'y a pas de demande de vote, donc c'est adopté à l'unanimité. 9.6, M. Tanguay. Approbation PIA, rénovation extérieure, 8078 Avenue Royale. Considérant que le projet de rénovation extérieure comprend des travaux qui ont été autorisés par plusieurs résolutions à partir de 2015, il y a eu en 2017, en 2019, 2022. Considérant que le projet vise la rénovation extérieure de la résidence avec les caractéristiques suivantes. Garde-corps de la galerie avant et arrière en bois peint de couleur gris foncé, graphite. Quart de la porte d'entrée, du contour des fenêtres et des planches cornières de couleur gris foncé, qui est toujours la couleur graphite. Dalle de béton en appui aux escaliers situés en cour avant et en cour latérale gauche. Escalier avant en bois avec contre-marche ajourée. Escalier de la galerie arrière galvanisé avec marche en bois peint de couleur gris tel que le dessus des galeries. Escaliers restaurés qui seront installés sur le toit de la galerie avant lorsque leur restauration sera complétée. Rehaussement du solage arrière visant à limiter l'infiltration d'eau dans la fondation. Donc, considérant que les membres du CCU, lors de la dernière réunion du 18 mars, ont émis une recommandation au conseil municipal visant à accepter, sans condition particulière, la demande d'approbation du règlement numéro 579-20 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. En conséquence, je propose d'accepter sans condition particulière la demande. Merci. Donc, votre demande de vote, c'est adopté à l'unanimité. 9.7, M. Roberge. Merci, M. le maire. Donc, 9.7, c'est une approbation au PIA, donc pour le 8215 Royal. Considérant que le projet vise la réalisation de travaux sur la résidence du 8215 Royal, je recommande au conseil d'accepter la demande d'approbation au PIA afin de permettre le remplacement de la porte extérieure sur le côté ouest de la maison du 8215 Royal, selon les conditions suivantes. Donc, on demande une porte simple ou double de style française, en bois, d'une couleur similaire à celle des fenêtres, c'est-à-dire blanc, ou à celle de l'entrée principale, une belle porte rouge. La partie supérieure de la porte vitrée et la partie inférieure devra présenter un caisson. Et finalement, le cadrage de la porte en bois, de la même couleur que celle du cadrage des autres ouvertures de la résidence, donc le gris foncé est demandé. Merci. Donc, comme il n'y a pas de demande de vote, ceux et celles qui sont d'accord, c'est adopté à l'unanimité. Merci. 9.8, M. Roberge. Une autre approbation au PIA pour un garage au 89-80 Royal. Donc, considérant que le projet vise la construction d'un garage isolé au 89-80 Royal. Donc, je propose au conseil d'accepter la demande d'approbation au PIA pour permettre la construction d'un garage isolé et de conditionner cette acceptation à ce qui suit. Donc, on demande un revêtement extérieur en bois ou en fibrociment d'une couleur similaire à celle de la façade avant de la résidence. On demande que la nouvelle porte de garage soit équipée de 4 fausses pentures de couleur noire et de 2 poignées verticales de couleur noire. Et finalement, que les planches cornières soient d'une couleur similaire à celle du cadrage des ouvertures de la résidence. Merci. Donc, comme il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté à l'unanimité. 9.9. Merci. C'est une dérogation mineure au 182 rang Saint-Ignace, considérant que l'unité d'évaluation située sur le lot 6 705 496 présente des conditions particulières d'aménagement, considérant que la nouvelle adresse de cette maison sera le 182 rang Saint-Ignace, considérant que les propriétaires de cette unité d'évaluation projettent l'implantation d'un bâtiment principal de type habitation unifamiliale isolée à une distance de 8,29 mètres de la ligne de l'eau arrière, alors que le règlement de zonage prescrit une distance de 10 mètres à cet effet. Considérant qu'une demande de dérogation mineure a été déposée conformément au règlement 613-24, considérant que les membres du CCU ont, lors de la réunion du 18 mars, émis une recommandation au conseil visant à accepter la demande de dérogation. Donc, je propose au conseil d'approuver la demande de dérogation. Merci. Donc, il n'y a pas de demande de vote. C'est adopté à l'unanimité. 9.10, M. Roberge. Donc, une autre dérogation mineure pour le 508 Saint-Achillé. Donc, considérant que l'unité d'évaluation sur le lot 6 601 630 présente aussi des conditions particulières d'aménagement. Considérant que la nouvelle adresse associée au lot sera le 508 route de Saint-Achillé. Considérant que le propriétaire de cette unité d'évaluation projette l'implantation d'une résidence dont la façade avant se situe à un angle de 37 degrés
par rapport à la ligne de rue, alors que le règlement prescrit un angle maximal de 30 degrés. Considérant qu'une demande de dérogation mineure a été déposée, considérant que les membres du CCU ont, lors de leur réunion, émis une recommandation au Conseil visant à accepter cette demande, donc je propose au Conseil d'accepter la demande de dérogation. Merci. Donc, il n'y a pas de demande de vote. C'est adopté à l'unanimité. 9.11, M. Roberge. Dernier point du CCU, Oui. c'est une autre dérogation mineure pour le 7 montée du parc. Considérant que l'unité d'évaluation du 7 montée du parc présente des conditions particulières d'aménagement, considérant que le propriétaire de cette unité projette l'implantation de 3 remises en plastique dont nous a parlé M. Tanguy plus tôt. Donc, chacune d'une superficie maximale de 2,5 mètres à une distance de 0 mètre de la ligne latérale de l'eau, alors que le règlement de zonage prescrit une distance d'1 mètre à cet effet. Considérant qu'une demande de dérogation mineure a été déposée conformément au règlement, considérant que les membres du CCU ont accepté, ont recommandé que le Conseil accepte la demande de dérogation. Donc, je propose que le Conseil accepte la demande de dérogation pour les 3 cabanons. Merci. Donc, il n'y a pas de demande de vote. C'est adopté à l'unanimité. Nous sommes maintenant rendus au point 10, qui sont les points des services de loisirs, du patrimoine et de la culture, du sport. Donc, je vais passer la parole à Mme Cochon pour le 10.1. Oui, merci. 10.1, mini-marathon de l'école de la Châtelaine, mise à jour de la date de l'événement. Considérant que le conseil municipal avait, par la résolution numéro 2026-0903-090, datée de la séance du Conseil du 9 mars 2026, accepté que ce soit utilisé la voie publique aux fins de l'organisation du mini-marathon de l'école de la Châtelaine le jeudi 28 mai entre 13h et 14h ou, en cas de mauvais temps, remis au lendemain le vendredi. Considérant que le 10 mai, il a été mentionné à la Ville que les dates demandées étaient incorrectes, considérant qu'il a été en conséquence demandé de modifier les dates pour le lundi 25 mai entre 13h et 14h ou mardi le 26 mai en cas de mauvais temps entre 13h et 14h. Alors, en conséquence, je propose que la Ville accepte la demande d'utilisation de la voie publique aux fins d'organisation d'un mini-marathon par l'école de la Châtelaine le 25 ou le 26 mai 2026, le cas échéant entre 13h et 14h. Merci. Donc, il n'y a pas de demande de vote. C'est adopté à l'unanimité. 10.2, Mme Cochon. Oui. 10.2, offre intermunicipale en loisirs camps spécialisés. Considérant que depuis 5 ans, les villes et municipalités de la Côte-de-Beaupré se mobilisent avec le soutien de la démarche avec AVEC, Agir et Vivre Ensemble Côte-de-Beaupré, pour organiser une programmation de camps spécialisés afin de permettre aux jeunes de vivre des activités enrichissantes. Considérant cette programmation a pour but objectif de contrer la perte des acquis scolaires qui se produit chez les élèves lorsqu'ils sont en moins stimulés dans leur apprentissage pendant l'été. Considérant qu'organiser une programmation conjointe entre municipalités permet non seulement d'offrir une grande variété d'activités aux jeunes de la Côte-de-Beaupré, mais cela permet aussi à certains camps d'avoir lieu du fait du plus grand bassin de participants potentiels. Considérant qu'il existe une politique de tarification différente pour les non-résidents dans chaque ville et municipalité de la Côte-de-Beaupré et que l'ensemble des directions des loisirs désirent offrir une tarification à tous les jeunes résidents de la Côte. Considérant que les conseils municipaux doivent se prononcer à savoir s'ils acceptent ou non de défrayer une partie des coûts d'inscription de leurs résidents dans les camps spécialisés des autres villes et municipalités. Considérant que pour l'édition 2026, l'ensemble des villes et municipalités de la Côte-de-Beaupré embarquent à nouveau dans le projet, excepté Bois-Châtel, qui dispose de sa propre programmation de camps spécialisés. Se remplissant rapidement et ne pouvant en conséquence accueillir par manque de place les non-résidents, mais qui participe toutefois aux réunions pour partager son expertise et s'impliquer dans la mutualisation des ressources permettant d'offrir des activités sur l'ensemble du territoire de la Côte. En conséquence, je propose d'accepter que la Ville de Château-Richer défraye 25 % des coûts d'inscription de ces jeunes résidant aux activités des camps spécialisés 2026 des autres villes et municipalités, lorsqu'une tarification pour les non-résidents s'applique, de même qu'à autoriser le paiement de toute facture en ce sens. Merci. Donc, il n'y a pas de demande de vote. C'est adopté à l'unanimité. 10.3, Mme Cochon.
10.3 Approbation du contrat de service relatif à l'emploi de surveillant sauveteur. Considérant que la Ville de Château-Richer désire faire appel à une entreprise tierce aux fins de lui fournir du personnel qualifié afin d'occuper un ou des emplois de surveillant sauveteur et d'assistant sauveteur aux fins d'assurer la sécurité des citoyens usant de la piscine municipale pour la saison période s'étalant entre le 1er juin 2026 et le 15 septembre 2026. Considérant que la Ville a reçu une offre de service en ce sens de la part de l'entreprise Service de sauveteur QN Inc., considérant que ladite offre a été déposée préalablement à la séance aux membres du conseil municipal, lesquels en ont pris connaissance, je propose alors d'autoriser M. Martin Pouliot, coordonnateur loisirs, culture, patrimoine et développement, à signer pour et au nom de la Ville le contrat décrit au présent. Merci. Il n'y a pas de demande de vote, donc c'est adopté à l'unanimité. 10.4, Mme Lefrançois. Oui, au préalable, on va mentionner que Caroline et Katia se désistent de la décision à prendre dans le prochain point. Donc, 10.4, demande de soutien financier par rapport au symposium Peinture Art et Reflet. Alors, considérant que le 10 mars dernier, la Ville a reçu une demande de soutien financier de la part d'Art et Reflet pour la réalisation de la prochaine édition qui aura lieu les 31 juillet, 1er août et 2 août. Considérant que le symposium est un événement rassembleur pour les citoyens de la Ville, les artistes et les visiteurs, considérant que le symposium de peinture offre une belle vitrine culturelle pour la Ville de Château-Richer, considérant que cette demande est conforme à la politique de dons et commandites en vigueur et qu'une somme a été prévue au poste budgétaire afférent, alors considérant qu'en plus d'une somme monétaire, la Ville de Château-Richer contribue pour plus de 7 000 $ en biens et services. On parle ici de prêts de salle, l'utilisation de la machinerie, les ressources humaines aussi de la Ville pour la réalisation de cet événement. Je propose donc d'octroyer à Art et Reflet une aide financière de 5 000 $ pour la réalisation du projet Symposium de peinture. Merci. Donc, il n'y a pas de demande de vote, mais considérant que Mme Cochon et Mme Jonca font partie également des bénévoles, mais je sais que vous l'avez précisé, mais je dis pas son bénévole, donc sont exclus du vote. Oui, c'est parce qu'il y avait un petit bout encore. Excuse-moi. Il restait 3 points. Je vais le faire, c'est pas grave. De conditionner l'octroi de cette aide financière à la présentation d'une reddition de compte dans les 30 jours suivant la clôture de l'événement, de verser 80 % de l'aide octroyée sur approbation de cette résolution, de verser le 20 % restant sur présentation de la reddition de compte, d'accepter de contribuer en biens et en services à la réalisation de cet événement en autorisant le prêt de différentes salles, l'utilisation de la machinerie, de participation des ressources humaines, et ce, sur autorisation de la direction générale. Et comme mentionné, les conseillères Katia et Caroline se récusent du vote pour conflit d'intérêts. Donc, je vais réitérer le vote qui s'est adopté à l'unanimité, mais même si on ne l'avait pas ajouté, ça n'aurait pas été grave. Les gens vont le recevoir écrit pareil de toute façon. 10.5, Mme Jonca. Oui, merci. Donc, demande de soutien financier Association bénévole Côte-de-Beaupré. Considérant que le 18 mars dernier, la Ville a reçu une demande de soutien financier de la part de l'Association bénévole Côte-de-Beaupré pour la réalisation de leur activité annuelle, lequel permettrait plus spécifiquement de contribuer aux nombreux services offerts pour les aînés et de combler les déficits des services essentiels de popote roulante de transport vers les services essentiels et de transports médicaux. Considérant que l'Association bénévole de la Côte-de-Beaupré joue un rôle essentiel auprès des personnes aînées de notre communauté, je propose d'octroyer à l'Association bénévole Côte-de-Beaupré une aide financière de 500 $. Merci. Donc, comme il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté à l'unanimité. 10.6, Mme Jonca. Donc, autorisation de dépôt de projet mise en valeur du patrimoine de Château-Richer, acquisition de mobilier de parc. Alors, considérant que dans le cadre de l'entente relative au Fonds régional et ruralité milieux municipaux, Développement Côte-de-Beaupré adopte et maintient à jour une politique de soutien aux entreprises et une politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie. Considérant que le Fonds Région et Ruralité permet de financer toute mesure de développement local et régional, considérant que la Ville de Château-Richer souhaite déposer un projet dans le cadre du Fonds Région et Ruralité, considérant que la demande vise à mettre en valeur l'identité, l'histoire et le patrimoine de la Ville de Château-Richer par l'aménagement de ronds-points thématiques et par l'acquisition de mobilier de parc, je propose que le conseil municipal autorise M. Martin Pouliot, coordonnateur loisirs, culture, patrimoine et développement, à procéder au dépôt du projet auprès de Développement Côte-de-Beaupré.
Merci. Donc, comme il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté à l'unanimité. 11.1, Mme Lefrançois. Oui, alors nous sommes heureux de vous confirmer l'embauche d'un directeur des travaux publics. Alors, considérant l'affichage d'un appel à la candidature pour le poste de directeur des travaux publics de la ville de Château-Richer, considérant le processus d'embauche et des entrevues effectuées, considérant la recommandation favorable du comité de sélection relativement à l'embauche de M. Dave Tremblay, considérant que le conseil municipal est en accord avec cette recommandation, je propose d'autoriser l'embauche de M. Dave Tremblay au poste de directeur des travaux publics, d'accorder à M. Dave Tremblay les pouvoirs et responsabilités légales qui lui sont conférés par les lois et règlements en vigueur, d'autoriser le maire, M. Gino Pouliot, et Mme Magali Lavigne, directrice générale, à signer pour et au nom de la Ville le contrat de travail de M. Tremblay. Bienvenue à M. Tremblay. Donc, comme il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté à l'unanimité. Merci, M. Tremblay. Il est assis parmi nous ce soir, donc bienvenue dans l'équipe de travail. Merci. Bienvenue. Le point 12.1, M. Rémillard. Oui, entente de service pour la disposition de biens excédentaires, vente du balai à l'encan, balai mécanique. Considérant qu'il est d'intérêt pour la Ville de procéder à la vente à l'encan du balai de rue qu'elle possède, considérant que la Ville doit procéder en conséquence à la signature d'une entente avec le Centre d'acquisition gouvernementale au faire la disposition du balai de rue et de vente, considérant que le Conseil a pris connaissance du projet d'entente préalablement à la séance et s'en déclare satisfait. Donc, en conséquence, je te propose d'autoriser Mme Magali Lavigne, directrice générale, à procéder à la signature du projet d'entente de service pour la disposition de biens excédentaires avec le Centre d'acquisition gouvernementale et d'autoriser la vente du balai sous condition qu'elle ait lieu pour une somme minimale de 7 000 Merci. Donc, comme il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté à l'unanimité. 13.1, M. Tanguay. Oui, autorisation de signature d'un acte notarié visant la reconnaissance du chemin du Mercier à titre de rue privée. Donc, considérant que le chemin Mercier est actuellement constitué de 4 lots formant un ensemble s'assimilant à une rue privée conforme mais non reconnue et que les 4 résidences situées à ses abords présentent des adresses liées au rang Saint-Ignace avec lequel le chemin Mercier est communément confondu sur le terrain. Considérant que la reconnaissance de ce chemin à titre de rue privée permettrait de clarifier la situation en place et d'assurer ainsi de meilleures conditions de sécurité publique, considérant que les propriétaires des 4 lots composant le chemin ont donné leur accord à la démarche de reconnaissance par la Ville et que la MRC a également validé l'opportunité de la démarche, considérant que les propriétaires des 4 résidences desservies par le chemin ont été informés que leur adresse respective serait modifiée en conséquence, considérant que ce qui précède, il est d'intérêt pour la Ville de grever l'assiette de la rue privée d'une servitude réelle et perpétuelle par laquelle cette voie de circulation sera officiellement ouverte à la circulation publique telle que requis en vertu du règlement de lotissement 576-20. Considérant que Maître Stéphanie Langlois, notaire de la firme Tremblay-Bois, a été mandatée aux fins de préparer l'acte notarié, donc je propose d'autoriser M. Gino Pouliot, maire, et Mme Magali Lavigne, directrice générale, à signer tout acte notarié préparé par Maître Langlois aux fins de donner effet à la présente résolution sur recommandation positive en ce sens des services administratifs de la Ville suivant l'étude de tout projet d'acte notarié en ce sens. Merci. Donc, comme il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté à l'unanimité. Le point 13.2, qui est une résolution d'appui modifiant, concernant une modification du guide de TEC 2024-2028. Donc, on sait que toutes les subventions qu'on reçoit, il y a toujours des normes et des critères à suivre. Et dans le dernier renouvellement de 2024-2028, qui était publié en 24, il prévoit un rechargement finalement d'une épaisseur de 30 cm à faire. Avant, il n'y avait pas de nombre minimum d'épaisseur qui était prévu. Là, on nous demande de faire un recouvrement lorsqu'on travaille dans des rues de 30 cm, ce que ça a pour objectif d'augmenter finalement le niveau de la rue aussi en même temps, puis ça emmène des charges additionnelles pour les villes. Donc, cette épaisseur s'apparente finalement à une reconstruction complète de la rue. Et les normes présentement ne prescrivent pas d'épaisseur minimale qui était demandée. Donc, on conteste la situation, puis c'est la raison pour laquelle on fait une résolution d'appui. Donc, je propose que le conseil municipal demande formellement au gouvernement du Québec de modifier le guide de la TEC 24-28, publié en janvier 26, afin de retirer l'exigence d'une épaisseur minimum de
300 mm, qui est 30 cm, pour le rechargement granulaire et de revenir au formulaire, à une formulation sans spécification quantitative, laissant aux municipalités le soin de déterminer l'épaisseur nécessaire selon leur contexte local. Donc, le conseil municipal sollicite l'appui de la Fédération québécoise, de la FQM, et de l'Union des municipalités du Québec, donc l'UMQ, ainsi que l'ensemble des municipalités du Québec afin de soutenir cette demande commune de modification du guide. Donc, une copie de la présente résolution sera envoyée à la FQM, à l'UMQ, à la MRC et à Mme Karianne Bourassa. Donc, comme il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté à l'unanimité. 13.3, qui est une résolution qui demande l'avis du ministère des Transports et de la Mobilité durable concernant la cohabitation sécuritaire des modes de déplacement sur les parties de l'avenue Royale. Comme vous savez, on travaille présentement sur le projet de la piste cyclable. Et on sait que la piste cyclable va passer, la partie de la rue Plante jusqu'à la rue Dick sur l'avenue Royale. Donc, on doit faire une démarche additionnelle puis faire une demande d'opinion et d'expertise au MTQ. C'est une démarche administrative qui est obligatoire là-dedans, considérant que l'avenue Royale est numérotée et on doit avoir l'avis pour s'assurer d'être conforme avec le MTQ. Donc, considérant que le développement Côte-de-Beaupré coordonne un projet visant à ce que la ville-route Marie-Hélène Prémont soit une piste cyclable en site propre sur la plus grande longueur possible de son tracé. Considérant que ce projet implique la relocalisation partielle de la partie de la vélo-route Marie-Hélène Prémont située sur le territoire de la ville de Château-Richer, considérant que les contraintes inhérentes au territoire commandent de conserver une section de la véloroute dans l'emprise de l'avenue Royale, qu'il est l'intérêt public de construire toutes les alternatives possibles susceptibles de bonifier la sécurité et la cohabitation entre le mode de déplacement sur cette section. Considérant que ces alternatives sont variées et vont du concept de rue partagée ou d'un tracé alternatif, considérant que l'avenue Royale est numérotée sous la compétence du ministère des Transports de la Mobilité durable et que le ministère des Transports de la Mobilité durable exige qu'une résolution soit faite dans ce sens quand on s'adresse à eux, et considérant que la décision finale est relative au scénario choisi, appartient toujours au conseil municipal. Donc, je propose de demander au ministère du Transport et de la Mobilité durable, concernant toute mesure de cohabitation sécuritaire de mode de déplacement sur l'avenue Royale entre les rues La Plante, Tic, et incluant notamment le concept de rue partagée ou d'un tracé alternatif. Donc, comme il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté à l'unanimité. Le 13.4, désignation temporaire d'un directeur général par intérim. Donc, considérant que Mme Lavigne doit s'absenter pour une durée indéterminée pour des raisons médicales, considérant que la direction générale joue un rôle névralgique dans l'administration de la municipalité qui a lieu d'assurer une continuité, et qu'en vertu de la loi des cités-villes, ça permet au conseil de désigner une personne pour exercer les fonctions de direction générale en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier. Donc, on considère que M. Romain Berger, directeur de l'urbanisme, possède une connaissance approfondie de l'organisation municipale et est en mesure d'assurer l'intérim de la direction générale pendant l'absence de Mme Lavigne. Donc, que cette désignation temporaire doit accorder à la personne désignée l'ensemble des pouvoirs et des responsabilités et des devoirs dévolus à la direction générale en vertu des lois, des règlements politiques, procédures, ententes et résolutions en vigueur. Considérant que cette désignation est valide uniquement pendant la période d'absence de Mme Lavigne et cessera automatiquement au moment de son retour. En conséquence, je propose que le Conseil désigne M. Berger, directeur, pour exercer temporairement les fonctions de direction générale par intérim durant l'absence de Mme Lavigne, et que M. Berger soit autorisé à exercer l'exercice de l'ensemble des pouvoirs, responsabilités et fonctions incombant au poste de direction générale en vertu des lois et règlements en vigueur, incluant les pouvoirs de signature, de supervision et d'autorisation administrative et des pouvoirs selon les délégations en vigueur, que cette désignation prend effet à compter du début de l'absence de Mme Lavigne et soit révoquée de plein droit dès son retour en poste sans qu'une nouvelle résolution soit nécessaire. Donc, considérant qu'il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté à l'unanimité. 13.5, Mme Lefrançois. Oui, alors, autorisation de signature pour les contrats de location des salles municipales. Alors, considérant la résolution 2022-0711-306, par laquelle le conseil municipal autorisait Mme Marie-Pierre Caron, agente de bureau, à signer pour et au nom de la ville les contrats de location pour les salles municipales et tous les documents afférents à ces locations, considérant l'embauche de Mme Émilie Vézina à titre d'agente de bureau,
Considérant que Mme Danielle Leclerc, responsable service des loisirs et de la culture, peut également être amenée à signer des contrats de location pour les salles municipales et tous les documents afférents du fait de ses responsabilités. Considérant que le conseil municipal juge pertinent d'octroyer à Mesdames Émilie Vizina et Danielle Leclerc les mêmes responsabilités en termes de signature des contrats de location des salles municipales que celles résultant de la résolution mentionnée tout à l'heure, 2022-07-11-306. Alors, je recommande d'autoriser Mesdames Émilie Vizina, agente de bureau, Danielle Leclerc, responsable service des loisirs et de la culture, à signer pour et au nom de la Ville les contrats de location pour les salles municipales et tous les documents afférents. Merci. Donc, il n'y a pas de demande de vote. C'est adopté à l'unanimité. Nous sommes rendus au point 14. Nous avons une correspondance. Je vais laisser la parole à M. Roberge. Oui, simplement pour indiquer aux citoyens que la Ville a reçu le 16 mars 2026 une lettre dont l'objet est appui à la relance des 3 couvents, donc signée par Mme Cassandre Lambert-Pellerin, donc présidente de Culture, Capitale nationale et Chaudière-Appalaches. Et chaque membre du conseil a reçu une copie de cette lettre aujourd'hui par courriel. Merci beaucoup. Donc, nous sommes rendus maintenant au point 15, qui est la période de questions. Donc, est-ce qu'il y a des questions? On peut y aller en ligne? J'ai plusieurs questions en ligne. Je vais commencer par la première. Donc, Monsieur Samuel Roberge, première question. Monsieur le maire, pourriez-vous m'expliquer... Pardon. Monsieur le maire, pouvez-vous m'expliquer avec quel argent vous comptez payer pour les réparations, aménagements et entretiens de la bâtisse aux 3 couvents que la ville désire acheter, alors que durant les 5 dernières années, vous avez répété, et ce à de multiples reprises, que les finances de la ville n'avaient pas d'argent et que l'ensemble des bâtiments et infrastructures de notre ville ont besoin d'être réparés ou remplacés. Pour ce qui est du vieux couvent, en réalité, comme on l'a expliqué à plusieurs reprises lors des rencontres et des séances du conseil, nous sommes en train d'évaluer présentement les coûts inhérents là, à l'aménagement intérieur, parce qu'il n'y a pas de rénovation intérieure à faire, mais c'est de l'aménagement pour les bureaux qui vont être faits. Et pour ce qui est de l'extérieur, il y a quelques restaurations qui sont à faire. Et il y a des évaluations qui sont à rentrer encore, qui ne sont pas complétées, qu'on n'a pas tout eu, mais on devrait avoir, disons cette semaine, ça devrait terminer, on devrait avoir toute l'information. Et comme on l'a présenté aussi, il y a une subvention pour la portion extérieure, donc une subvention qui est admissible pour nous, à laquelle on s'est inscrit. On n'a pas été encore... ça n'a pas encore été accordé, donc on a encore des démarches à faire par rapport à ça, mais nous avons été présélectionnés dans un premier temps, c'est la subvention du PEP, donc c'est 329 000 qui est prévu pour ça. Et en même temps, il restait des sous dans une enveloppe au niveau de la TEC qui va nous permettre de bonifier ce montant de subvention-là, ce qui va faire en sorte que ça va pratiquement payer là, presque 50% des rénovations qu'il y a à faire d'entretien. Donc, on parle du toit, la peinture, le clocheton où il y avait des rénovations à faire, des réparations. On parle de l'escalier en arrière, de quelques fenêtres qui avaient de l'entretien à faire autour des fenêtres à l'extérieur. Et à la base des galeries où là, il y a des structures qui rentrent dans le bâtiment. Puis là, il y avait à ces endroits-là très concentrés des pertes de chaleur. Donc, il va y avoir de l'isolation qui va être faite à ces endroits-là pour s'assurer d'avoir un bâtiment qui est le plus étanche possible là, par rapport à ça. Mais pour ce qui est du reste, là, ça va venir. Puis pour l'aménagement intérieur, on l'a toujours dit, là, c'est un règlement d'emprunt là, qui va financer là, le montant d'argent pour l'entretien intérieur, pour l'aménagement intérieur. Merci beaucoup. J'aurai d'autres questions après, mais je vous laisserai. On va faire un tour au micro. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour. Monsieur le maire. Selon la pétition en ligne... Vous devez vous présenter, Ah oui, s'il vous plaît. Marie-France excusez. Selon la pétition en ligne, il y a 402 signatures à part sur le papier contre l'acquisition du 3 couvents, considérant que 2 citoyens ont été capables de démontrer avec des chiffres d'experts un montant de 4 347 000 en réparation pour l'extérieur versus votre estimation de 1 500 000 considérant que les subventions ne seront pas toujours au rendez-vous. Voici ma question. Elle est fermée. Donc, je vais vous demander de répondre par l'affirmation oui ou non. Allez-vous prendre en considération l'avis de vos citoyens que vous êtes supposés représenter et ne pas acquérir le 3 couvents? Premièrement, je vais prendre la manière que je décide de prendre pour répondre aux questions qui me sont posées.
Parce que des fois, répondre par oui, par non, c'est simple et ça veut rien dire. Mais on prend toujours en considération les interventions des citoyens. D'ailleurs, on a rencontré les citoyens le 25 novembre dernier, où on a fait une présentation, puis là, on a démontré un peu l'histoire de ce bâtiment-là. Et on avait l'appui aussi de beaucoup d'intervenants au niveau, je dirais, là, au niveau de la région dans ce dossier-là, et des citoyens également qui appuient le projet. Mais c'était une rencontre d'information et d'échange sur une réflexion qu'on avait par rapport à la possibilité de transfert du bâtiment vers pour que la ville en devienne propriétaire. À cette rencontre-là, il y a eu des inquiétudes qui ont été partagées, il y a eu des choses que les gens ont discutées, qui nous ont manifesté des fois leur inquiétude et le fait que pour eux, ça risquait d'être un gouffre financier, pour reprendre les paroles de ces gens-là. Et nous avons rencontré les gens à leur demande aussi par la suite à l'hôtel de ville, qui étaient eux-mêmes des gens qui connaissaient le dossier selon le propos, et ils ont apporté avec eux un expert. On les a accueillis, on a pris le temps de jaser avec eux autres, on a eu une rencontre qui a duré environ 2 heures. Et l'expert qui l'avait apporté avait fait la recommandation de prendre une personne pour évaluer l'état du bâtiment et la structure. Il avait suggéré 2-3 noms, puis nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a validé les CV de ces personnes-là. Puis effectivement, parmi les personnes qui avaient été référées, il y avait une de ces personnes-là qui était très reconnue au niveau du ministère de la Culture. Et on a fait affaire avec cette personne-là pour réévaluer le bâtiment. La personne, le rapport qui est ressorti suite à son évaluation, suite aux recommandations de citoyens, et qui est accompagné d'un expert, la personne nous a dit que le bâtiment est en bon état. Et a confirmé là, ce qu'on savait parce qu'on avait eu d'autres informations avant, mais ça a confirmé l'état du bâtiment. Donc, le bâtiment, il n'est pas en décrépitude, le bâtiment, il n'est pas en train de tomber, le bâtiment, il n'est pas pourri, puis il n'y a pas d'infiltration d'eau à nulle part. Puis on lui a même suggéré d'ouvrir certaines sections du mur pour s'assurer que tout était correct aussi en même temps. Donc, il l'a fait, il a regardé, il a validé les choses. Donc, toute l'évaluation a été faite, et oui, on prend en considération ce que les gens ont à dire. Et le processus va suivre son chemin. Et dans le processus qui va suivre son chemin, les gens vont avoir à se prononcer en cours de route. Et là, on verra vraiment les gens qu'est-ce qu'ils veulent. Et quand on dit prendre en considération l'opinion des gens, c'est pas prendre en considération l'opinion de X nombre de personnes. On est élu par la majorité et on doit représenter la majorité et on va représenter la majorité ce qu'elle veut. C'est tout aussi simple que ça. Fait que vous êtes en train de ne pas répondre à ma question. J'ai répondu à la question, madame. Quand je vous ai demandé, est-ce que vous allez prendre en considération l'avis des citoyens et ne pas acquérir le 3 couvents? Moi, je vous ai dit qu'on allait prendre en considération l'avis des citoyens. Puis si on arrive à prendre la décision qu'on veut transférer le bâtiment au nom de la ville, oui, on va le faire. Mais on va tenir compte de l'opinion des gens. Et si on reçoit une pétition, parce que c'est ça que vous me parlez puis vous faites mention, on va la prendre en considération, puis on va évaluer la pétition, puis on va regarder les gens qui sont inscrits là-dessus. Ça, c'est clair. On néglige rien, on ne prend rien pour acquis. Puis c'est sûr qu'il faut écouter puis prendre en considération les commentaires des gens. Mais quand on parle des gens, on parle de la majorité des gens. On ne parle pas d'une minorité. Donc, si la majorité est en désaccord avec le projet, ils vont se manifester, puis ils vont le dire, puis ils vont pouvoir le faire, puis le voter s'ils veulent. Mais sinon, on y va d'avant. Let's go. Pour un référendum, c'est 389 signatures, juste pour votre information personnelle. Je vais m'en remettre au greffier qui déterminera les montants des signatures qui est nécessaire. Ce n'est pas dans mon champ d'expertise. Une autre personne? Merci. Alors, Monsieur Claude Véraud. Bonsoir, Monsieur le maire. Adoptée unanimement par le Conseil l'automne dernier, la planification stratégique 26-28 conditionne déjà certaines des décisions prises par le Conseil. À titre d'exemple, la récente embauche d'une conseillère cadre communication. C'est pourquoi, comme d'autres citoyens l'ont fait avant moi, je vous le redemande ce soir, quand cette planification stratégique 26-28, pour le moins déconcertante, fera-t-elle l'objet d'une présentation publique? Monsieur Claude Véraud. Ben, c'est une bonne question, puis je comprends votre préoccupation, M. Véraud, puis c'est sûr que notre intention est de le présenter aux citoyens. Mais dans un premier temps, on va prendre le temps qu'il y ait une présentation auprès des membres du conseil municipal pour pouvoir comprendre les tenants et aboutissants dans les détails de ce plan stratégique-là aussi en même temps, pouvoir se l'approprier.
Et par la suite, nous allons annoncer lors d'une séance publique là, du conseil qu'il va y avoir des rencontres d'information auprès des citoyens. Puis on pourra l'annoncer également sur notre page web et la page Facebook de la Ville. Donc, on va prendre les moyens pour rejoindre le plus de personnes possible là, pour bien les informer là, sur le plan stratégique parce que c'est important que les gens aussi puissent se l'approprier et le comprendre également. Donc, on va prendre les moyens et les mesures nécessaires pour y arriver. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir, M. le maire, conseiller, conseillère, Yves Gagnon. C'est au sujet du balai mécanique. Il y a une couple d'années, quand ça a été eu la décision d'acheter un balai mécanique, Oui. ça peut être une très bonne solution. Là. Mais là, on s'aperçoit là, que vous décidez de le vendre à l'enquête puis de donner ça à contrat. C'est quoi qui a fait que ça a changé tellement? Qu'est-ce qui a fait que ça a changé, c'est que quand on l'a acheté, puis quand ça nous a été recommandé, l'achat, c'est nous, ce qu'on voulait faire, c'est ce qu'on souhaitait, en réalité, c'est d'entretenir les chemins le mieux possible. Puis on sait qu'on a beaucoup de côtes sur le long de l'avenue Royale ou ailleurs où il y a beaucoup de gravier qui descend, puis on voulait nettoyer la rue pour permettre d'avoir une rue qui est propre, puis une rue aussi qui est bien entretenue. On a eu des problèmes finalement mécaniques avec ce balai-là. On devait, à moyen terme, ça devait être rentable. Puis on a eu des problèmes mécaniques avec ce balai-là, puis finalement, ça s'est avéré être un mauvais achat. Puis là, aujourd'hui, il faut de constater que c'est pas une expérience à répéter. Là, même si dans d'autres villes, ils l'ont fait, puis ça a réussi, ça a marché, bien nous, on a tombé sur un mauvais numéro, puis regardez, c'est pas la décision du siècle qu'on a pris. Mais on pensait bien faire, mais en même temps, regardez, on doit se départir parce qu'en termes d'entretien, là, c'est pas rentable pour l'instant. Puis, comme on peut voir, là, ça va nous coûter quand même 28 000 pour faire le nettoyage de rue pour un passage dans l'année, c'est tout. Là. Ce qu'on souhaitait, c'est qu'il y ait plusieurs passages dans l'année puis qu'on puisse nettoyer régulièrement, puis à notre rythme aussi en même temps, mais ça n'a pas été... Voilà. OK. J'espère que ce ne sera pas pareil pour le vieux couvent. Ça soit un fiasco à la fin. Après ça, j'aurais l'autre point, c'est les dépôts des projets de mise en valeur du patrimoine. J'ai entendu je dois savoir si c'est la MRC qui fait ça? Bien, à chaque année, la MRC, avec le fonds régional, donne un montant de 17 000 À chaque année, on se sert de ces montants-là. L'an passé, on s'en est servi pour la placette là, en bas de l'escalier, là, pour l'aménagement. Il y a d'autres années, on s'en est servi pour des projets qu'il y avait eu à l'interne. Je ne me souviens pas de tous les projets parce qu'il y en a eu quand même quelques-uns. Mais à chaque année, ce montant d'argent-là revient à la ville. Il peut être donné à la ville, mais en autant qu'on amène un projet qui va être porteur, qui répond aux critères de pouvoir utiliser ce 17 000 $-là. Je voulais parler, continuer, c'est surtout pour savoir les prochains projets. C'est marqué, vous avez dit rond-point thématique, c'est quoi ça? Ben, on a plusieurs ronds-points sur le long du boulevard Sainte-Anne. Puis ces ronds-points-là, force est de constater qu'ils ne sont pas nécessairement bien entretenus. Puis avec le temps, ils ont été un peu délaissés, mais on veut les revitaliser en réalité. Puis peut-être emmener une certaine signature dans chacun des ronds-points. Fait que c'est des choses qu'on va discuter à l'interne. Là. On voudrait commencer à regarder pour bien aménager ces ronds-points-là. Puis quand les gens arrivent à Château-Richer par le boulevard Saint-Anne, mais qu'il y a un beau coup d'œil là, quand ils arrivent à la ville de Château-Richer, on aimerait avoir quelque chose qui est distinct, là, qui est distinctif par rapport à notre ville aussi en même temps. Les citoyens vont être consultés? On va en regarder. S'il faut consulter les citoyens, on va le consulter. Mais il y a un conseil municipal qui est ici pour prendre des décisions pour représenter les citoyens. Là. Mais si vous avez des idées et vous avez des choses, nous, on est ouverts. Il n'y a pas rien de fermé là-dedans. Là. Si vous avez des idées, apportez-les. Il n'y a aucun souci avec ça. Merci. Merci. Bonjour, M. Pouliot. Je viens pas souvent ici. Là. Je viens pas souvent aux réunions. Katia, c'est ma cousine, mais en tout cas. Je vais vous demander de vous nommer. Je suis Danny Cochon, je suis résident de la route Saint-Achilleux. Okay. L'avez-vous oublié, la ville du château, la route Saint-Achilleux, l'avez-vous oublié? Non, on l'a pas oublié. Vous avez reçu de l'argent du séminaire de Québec pour réparer la route, puis il n'y a rien qui s'est fait. Ouais. Elle est rendu cet argent-là. Je veux savoir ça. Bon, ben là, vous allez le savoir, on l'a pas eu encore. Mais on s'est entendu avec eux, puis on sait quel montant d'argent qu'on va avoir, mais on l'a pas eu encore. OK. Mais au-delà de ça, tous les gens qui ont des entreprises de vrac, ils donnent des redevances. Déneigement Daniel Lachange, j'ai travaillé pour lui pendant 20 ans. C'est ça. Donc, ces gens-là nous donnent des redevances, puis on a des redevances, puis avec ces redevances-là, comme... La carrière, puis tout le kit. Là.
les redevances qu'on a des carrières et on va avoir du séminaire. Puis il y a aussi il y a un programme aussi au niveau de l'aide à la Parce que le chemin de la mine, il a tout été réparé. Est-ce que vous voulez que je vous termine? Oui, continuez, Okay. continuez. Et il y a aussi C'est un petit peu capoté. Non, c'est pas grave, mais il y a aussi des programmes qui existent au niveau de la voirie, qu'on a fait des demandes aussi en même temps pour compléter ces choses-là. C'est sûr que cet argent-là va dans une enveloppe spécifique pour l'entretien des chemins là, au niveau de Saint-Achille-Saint-Ignace. Mais c'est pas entretenu encore, là. Mais à chaque année, M. Cochon, on a mis des sous dans la rue. On en a mis de plus en plus. L'année passée, on a mis 40 000. Pas assez. C'est peut-être pas assez, mais on est allé selon les moyens que la Ville avait, mais on a augmenté les montants d'argent. Là, cette année, on a acheté un appareil en plus pour nous aider à en faire encore plus. Parce que l'année passée, il y a eu beaucoup de pluie au début de la saison. On a eu de la misère à en faire davantage parce qu'on a quand même... On sait, Jimmy reste là, Alain Mercier reste là. Tout le monde, on reste tous dans la route en haut. Puis... La moitié de la ville habite à Saint-Achille-Saint-Ignace, ouais, on le sait. Faut que la rue se répare. Là. J'aimerais ça que ça se répare. On va faire notre possible pour faire ça le plus vite possible. Mais on a un nouveau directeur puis il a entendu votre message. On va, ben là, M. Cochon, j'aimerais qu'on lui laisse le temps d'arriver, là, hein? En fait, il n'est pas arrivé encore. Je suis là, hein? Je vais me manifester, il n'y a pas de problème. OK, c'est bon, merci. Oui, il y a du rattrapage. Oui. Bonsoir, Michel Barry. Oui. Alors, si M. Verreault n'avait pas posé la question concernant la planification stratégique, je l'aurais posée à sa place. Alors, considérez que c'est quelque chose qui est pressante d'une certaine façon. Alors, on souhaite que vos réflexions seront bonnes. Oui. Ma première question, c'est, vous avez dans les comptes généraux une entreprise qui s'appelle Eureka Environnement. C'est pour quel type d'expertise qu'on engage une entreprise, juste pour comprendre là, de quoi il... Ouais. Quelle est leur expertise? Eureka Environnement, on me l'a expliqué. Programme PUI. C'est pas le programme PUI. J'avais un blanc de mémoire. On a eu une subvention dernièrement du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour le programme là, pour aider les gens qui ont des fosses septiques, des champs d'épuration. C'est les gens qui sont plus situés dans le secteur Est, à partir de la rue Couillard jusqu'à la rue du Paré et la rue qui suit, la rue Paré également. Et préalablement à ça, on avait fait faire des études de faisabilité dans ce secteur-là. Donc l'année passée, puis l'année d'avant, on avait commencé à faire des études sur tous les déversements qui étaient faits, puis quel genre de système qu'on pourrait faire. Est-ce qu'on est capable de raccorder les gens à la RAE? Ça coûterait combien? Est-ce qu'on est capable de faire des installations individuelles? Est-ce qu'on peut faire des installations communes avec un déversement dans un réservoir ou un aménagement quelconque? Fait que ces gens-là ont fait les études de tout ça, puis il y a un rapport là, qui nous a été remis ou qui va nous être remis par rapport à ça, là, par rapport aux études qui ont été faites. Et on va se servir de ce rapport-là également pour travailler avec le programme PUI, avec le ministère, parce qu'il y a quand même des critères à respecter. Et on va être en mesure de pouvoir rencontrer les citoyens éventuellement aussi pour donner de l'information à ce sujet-là. Pour bien, donc, c'est sûr qu'on a les citoyens qui sont concernés là, par le programme présentement, c'est eux qui vont être rencontrés, puis on va prendre le temps d'expliquer aux gens. Est-ce qu'on va élargir pour expliquer à tout le monde aussi en même temps? Là, on n'est pas fermé à ça, mais pour l'instant, ce qui est visé, c'est les gens qui sont concernés. Mais c'est une étude qui a été faite par un organisme. Non, mais ça répond aussi à une question posée. Je dirais, en mars, parce que vous mentionniez quand même l'important de la subvention que vous aviez eu, 1 million, je ne sais pas. 2 millions, 2 millions 2 à peu près. Ouais. Vous avez dit à ce moment-là, on verra ce qu'on fait. Alors ça, c'est des gens qui vous aident à faire le choix. Il faut dire que c'est un programme qui est nouveau, qui est récent. Donc, on s'est inscrit l'an passé, dès le printemps, c'est sorti au printemps. On s'est inscrit pas longtemps après pour être éligible. On a été reconnu, puis qu'on est content de ça aussi en même temps. Puis je dirais qu'on est... une ville, on va être une ville cible, une ville où on va devenir un peu des... comment on appelle ça? Hein? Précurseurs, mais on va être la première ville à appliquer ce genre de programme-là. Là. Donc, on est bien accompagné par contre avec les gens de la FQM et c'est ce groupe-là aussi en même temps qui ont fait de l'analyse. Merci. Merci beaucoup. J'ai toujours plusieurs questions. Oui. Monsieur Samuel Roberge, deuxième question. Monsieur le maire, est-il exact de dire que l'urgence d'avoir une nouvelle caserne de pompiers coïncide étrangement avec votre désir d'acquérir la bâtisse aux 3 couvents? Ben, est-ce que ça coïncide? Je dirais qu'il y a une opportunité qui est là, puis cette opportunité-là va nous permettre de mettre une caserne qui va respecter les normes de santé et sécurité au travail, puis protéger nos employés également.
Donc, puis le projet qui est là, mais c'est un projet qui émane du conseil municipal. Puis c'est un projet pour les citoyens aussi. Parce que c'est un projet qui va être porteur aussi en même temps. C'est un projet qui va nous permettre de préserver notre patrimoine culturel, puis notre patrimoine aussi en même temps. Puis ça va être je dirais, ce sera un point de tournant au niveau aussi de toute notre évolution économique, puis toute la signature qu'on va avoir pour Château-Richer également. Donc, pour nous, ce projet-là, c'est un projet qui est porteur, c'est un projet qui va nous amener à autre chose. Puis, ça va nous permettre, à peu de frais, de régler deux situations importantes en termes d'espace qu'on a besoin pour l'hôtel de ville, mais aussi en termes de lieu de travail pour nos gens qui travaillent, qui sont là pour veiller à notre sécurité en même temps en cas d'incendie. Donc, puis ça va à peu de frais, comme je le disais, des frais qui vont être inférieurs au coût d'un seul bâtiment. Mais on en a deux qui vont être réglés là-dedans. Fait que c'est ça qui est important à retenir dans ce dossier-là. Si je peux me permettre une autre, parce que j'en ai plusieurs autres. Après, Madame Geneviève Millette, question numéro 1. Monsieur le maire, sachant que la ville compte dépenser plus de 3,6 millions de dollars pour un nouvel hôtel de ville et la transformation de l'actuel hôtel de ville en caserne de pompiers qui aurait une durée de vie de 7 à 10 ans, ne serait-il pas plus avisé de dépenser cet argent pour la construction d'une caserne de pompiers neuve qui coûterait moins cher grâce aux subventions, entre parenthèses Prasim volet 2, et qui aurait une durée de vie de 50 à 60 ans? C'est une bonne question que Mme Millette soulève. Cependant, je ne sais pas où elle a pris son montant de 3,6 millions, puis je ne m'associe pas à ce montant-là parce que ce n'est pas ce que j'ai en tête au moment où on se parle, mais en même temps, on n'a pas eu les derniers chiffres, donc c'est un montant que je trouve hasardeux. Ce qu'il ne faut pas oublier par rapport au fait d'avoir une caserne neuve, oui, ça serait l'idéal, puis on aimerait bien ça, avoir une caserne neuve, sauf qu'une caserne neuve, la dernière caserne qui vient de se faire, c'est dans une municipalité de 6 000 personnes, le nom m'échappe présentement, c'est les Cèdres en Montérégie. 13,5 millions casernes qui étaient faites l'an passé. Donc, 7,8 millions qui a été payé par subvention. Le reste, c'est la ville qui doit l'assumer, une ville de 6 300 personnes environ. Mais présentement, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a fait une demande aussi au niveau d'un garage municipal. Puis on s'est inscrit au Prasim pour avoir le droit à cette subvention-là. Une fois qu'on l'a obtenue, là, bien, on va construire le garage municipal. Donc, les liquidités pour bâtir un garage, une caserne neuve, ne sont pas là. Tandis que là, avec le projet qu'on a sur la table, qui est beaucoup inférieur au coût que la ville aurait à payer ou à assumer pour une caserne seulement, on va avoir un garage au niveau municipal, puis on va avoir en même temps résolu la caserne et résolu pour l'hôtel de ville. Donc, c'est un projet qui est porteur. C'est des gros projets, mais des projets qui sont importants. Nos infrastructures à la ville de Château-Richer sont désuets. On a à intervenir, on a à prendre des décisions, on a des choix à faire. Puis on les fait de façon, je dirais, respectueuse du budget qu'on a, puis des liquidités qu'on va avoir et des règlements qui sont en cours présentement, qui vont se régler aussi au fur et à mesure, qui vont eux-mêmes libérer des liquidités. Donc, à ce moment-là, on essaie de tout coïncider ces projets-là pour arriver à bon terme avec un impact très minime sur les comptes de dépenses, contrairement à ce qui est dit par les gens. Madame... Bonjour, Carole Thibault. Alors, moi, je veux juste revenir sur la signature concernant le chemin dit Mercier. Oui, oui. Bon, dans ce que vous avez lu, au départ, on parle du chemin dit Mercier, puis après, on dit chemin Mercier. Oui. Là, je vais être certaine que c'est pas chemin Mercier. Là, parce que vous devez être au courant que c'est pas ça le nom qu'on veut. Là, on commence par un premier règlement où on doit dire oui, on est d'accord pour donner le nom, puis après ça, le nom, on va le choisir, puis on n'en a pas discuté encore. OK. Ben, je sais qu'il y a il y a des choix qui sont sur la table, on le sait, on va vérifier tout ça. C'est pas ça, parce que si ça finit par être ça, on veut le savoir parce qu'on va trouver d'autres choses. OK, mais en fait, on voudrait pas ça. Bon, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Mais je voulais être sûre que ça impliquait pas le fait que plus loin dans le document que vous avez lu, là, c'était rendu chemin Mercier. Non, que ça impliquait pas que... Le nom va venir plus tard. Là. On a trouvé qu'est-ce qu'il y avait comme suggestion, si je ne me trompe pas, là, mais le nom va venir plus tard. On va revenir là-dessus. Puis monsieur Berger va faire les suivis. Une suggestion. Ben, il y en a eu plus qu'une. Non, il y en a une. Il m'en a proposé un autre, mais je lui ai répondu qu'on ne la voulait pas parce qu'il y avait trop de... Ça pouvait être à n'importe qui. C'est une autre étape. On n'est pas là, donc je ne suis pas capable de vous répondre de façon précise par rapport à ça, mais on va vous reparler par rapport à ça, OK? Soyez sans crainte. Merci.
Edine, il y a M. Saint-Hilaire qui demande s'il peut y aller. Allez-y. J'en aurai d'autres après. Mais... Bonjour, Jimmy Saint-Hilaire. Seulement, pour rien des petites précisions, on va vous poser mes questions. Ce que vous avez dit, quand vous avez dit expert lors de la réunion que vous avez bien donné la chance d'avoir avec vous, on n'a jamais dit que c'était un expert, on a dit que c'était une personne qui travaillait là-dedans. Donc, il faudrait peut-être dire les bonnes choses aux personnes. D'où vient le 3,6 millions? Bien, c'est vos chiffres à vous, M. le maire. C'est 1,2 million pour aller vous installer au 4e étage, 1,5 million que vous nous avez dit le 25 novembre pour la coquille extérieure, plus 900, mettons 1 million, on fait un chiffron pour la caserne. Fait que si on additionne ça, M. le maire, ça fait pas mal 3,6 millions. Fait que c'est pas des chiffres qu'on a pris en l'air, qu'on a garoché n'importe où. OK? Moi, ce que je vous demande, M. le maire, attention, c'est ma question, pour pas vous me dire c'est quoi ma question. M. le maire, avez-vous fait vraiment l'exercice réel d'une caserne de pompiers? Parce que moi, j'ai parlé avec l'expert de l'APSAM, mais vous avez vu une réunion un lundi. C'est sûr que c'est pas un expert en prix de bâtiment. Mais moi, j'ai demandé, il envoie à tous les jours des bâtiments de même pour la grandeur de notre ville. L'emplacement est idéal jusqu'à là. Ça, c'est indéniable. Oui. Je lui ai demandé, est-ce que, c'est quoi le prix de ça? C'est vraiment, il me dit entre 5 et 7 millions. On vient de faire ça dans le Beaupré il n'y a pas longtemps pour 6,5 millions, M. le maire. On a des subventions à 55% déjà pour ça. Je comprends que vous dites que vous voulez un garage municipal. Vous dites aussi qu'on va avoir des règlements d'emploi qui prennent fin, c'est 2 millions. Fin 2027, on l'a vérifié. Avez-vous fait pour vrai, la vraie exercice avec des chiffres réels? Pas des casernes, parce que des pompiers vont demeurer dedans. Là, pour vraiment nos besoins à nous qu'on a à Château-Richer. Faire l'exercice de tirer ça à terre et de faire une caserne neuve selon nos besoins à nous. Pas se comparer à des villes plus grosses que nous, à nous. Avez-vous fait l'exercice? Est-ce que c'est fait et y a-t-il des papiers avec des chiffres que vous pouvez nous fournir? Premièrement, on n'a pas fait faire de plan pour faire une caserne neuve. Pourquoi? Parce que si on fait des plans pour faire une caserne neuve, ça veut dire qu'il faut s'en aller vers un projet sérieux puis dire c'est vers ça qu'on s'en va. Et ça coûte des sous. Ça coûte des dizaines de milliers de dollars pour faire des plans pour ça. Les plans qui ont été faits présentement, c'est d'aménager le garage qui est là, qui est transformé en caserne là, de pompiers présentement. Et ça a été de regarder comment on peut le refaire, là, puis aménager l'intérieur là, avec l'hôtel de ville présentement qui est là, pour pouvoir offrir un milieu de travail qui est sécuritaire et sain. Fait qu'il n'y a pas eu d'études qui étaient faites pour faire une caserne. Fait que j'ai pas de coût à avancer par rapport à ça. Moi, ce que je regarde, c'est ce que les gens payent présentement à l'extérieur de Château-Richer, puis avec des villes comparables à nous autres, là, soit dit en passant. Mais une fois que j'ai dit ça, on n'a pas fait d'études pour voir une caserne. Mais maintenant, est-ce qu'on a les moyens de payer X montant de millions par année, d'un million pour... Est-ce qu'on a besoin de payer X montant de millions pour un garage municipal, X montant de millions pour juste une caserne, où on est capable de faire des choses, plus de choses, avec les mêmes montants d'argent? C'est ce qu'on est en train de regarder présentement, puis c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure à Mme Millette. Deuxième question, M. le maire. Ouvrez vos oreilles. T'en as un petit peu, là. Oui. Vous allez rester poli. Je suis très poli. Parce que si vous n'êtes pas poli, je vais vous demander d'aller vous asseoir. M. le maire. Non. Je le dis, là. Pour rester poli, je suis très poli. Mes oreilles sont toujours ouvertes. Ben, mais il n'y a pas besoin de porter de commentaires disgracieux, je vous le dis tout de suite. Ouais, ça va être beau, là. Non, je vous le dis, là. Vous allez vous asseoir si vous n'arrêtez pas. Vous me parlerez plus de même. Non, j'accepte plus ça, c'est terminé, là. On a fini de jouer. OK, c'est correct. C'est parfait. Je m'attends à la même chose de mon côté, par contre. J'ai toujours été respectueux envers vous. Peu importe les moments, peu importe ce que vous avez dit, peu importe ce que vous faites, j'ai toujours été respectueux envers vous, je tiens à le préciser. Bon, OK. Monsieur le maire, vous allez toucher à Bâtisse, le vieux garage municipal qui compte 5 portes de garage. Vous venez de découvrir que la structure n'est pas assez solide. Je vais faire des études là-dessus, comme vous avez dit. Donc, si je comprends bien, on avait un 25 % puis on gardait notre droit acquis, ce que j'ai pu comprendre. J'ai même laissé un message à la ville pour qu'on me rappelle, pour me l'expliquer, que je comprenne à 100 %. Je n'ai jamais eu de retour d'appel. Si je comprends bien, si je suis dans l'erreur, vous me le direz. Si on touche à plus que 25 % du bâtiment, on perd notre droit acquis de caserne de pompiers. Donc, si on touche à la structure des 5 portes de garage, forcément, on touche qu'à plus que 25 % de la structure ou de l'ensemble du bâtiment. À ce moment-là, M. le maire, il va falloir faire réapprouver notre bâtiment ou le faire certifier comme étant une caserne de pompiers. Vous ne pensez pas, M. le maire, puis encore une fois, ça revient un peu sur la même première question que je vous ai posée, mais je pense que vous êtes la personne toute désignée pour savoir comment ça coûte rénover des bâtiments, les démolir des choses, les refaire. Vous avez fait avec votre maison. Il y en a d'autres aussi autour de vous qui l'ont fait. Pensez pas que ça reviendrait vraiment moins cher de tout tirer ça à terre qu'essayer de réparer quelque chose. Puis là,
Vous nous avez dit de 7 à 10 ans. Ça ne reviendrait pas moins cher, vraiment, M. le maire, de tirer ça à terre, puis d'y aller pour 50 à 60 ans pour les citoyens. Tant qu'à payer, M. le maire, payons-nous du neuf. Là, présentement, on a fait faire des études, puis on a fait des évaluations qui tiennent compte de la structure qui est en place présentement, puis ces rapports-là, ils vont devenir, en tout cas, on va les publier, on va les avoir quand on va tous les avoir complétés, là, ça va être public, il y en a qui ne sont pas déjà, là, parce que je sais qu'il y a des documents qu'on a mis en ligne présentement, mais je ne sais pas par cœur, là, présentement, je ne me souviens pas de tout, là. Donc, l'information va être présente, puis les gens vont pouvoir être à même de pouvoir vérifier ce qu'on a avancé comme travaux, qu'est-ce qu'on a avancé comme évaluation, qui, soit dit en passant, était faite par des gens qui ont leurs compétences, soit en structure, soit en architecture, soit en ingénierie. Donc, moi, je vais me fier à ces personnes-là qui ont les connaissances et les compétences et qui sont reconnues par des ordres professionnels pour nous conseiller dans ce dossier-là. Maintenant, il y a des gens qui savent beaucoup de choses, qui connaissent des affaires, mais en même temps, nous, comme ville, avec toutes les normes qu'on a respectées, toute la réglementation qu'on a respectée en vertu du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et du Code des bâtiments pour les milieux municipaux, on doit se référer à des professionnels qui ont les qualifications pour nous informer et nous guider là-dedans. Et c'est ces informations-là qu'on va prendre, puis c'est ces informations-là avec lesquelles on va se guider. Puis après ça, nous, on va informer la population quand on va avoir l'information, puis il y aura des choix à faire. Puis comme on le disait tout à l'heure, les citoyens sont à même capables de faire des choix adéquats dans les circonstances avec les enjeux financiers qu'il y a présentement, puis qui vont se déplier avec le temps qui va s'en venir. Puis on va prendre le temps de bien expliquer aux gens qu'est-ce qui en ressort de ça. Puis je suis très à l'aise avec ça, puis je vais être présent à toutes les rencontres pour m'assurer qu'on donne bien toute l'information aux gens. L'équipe du conseil va être présente également. On va prendre le temps de rencontrer les gens pour donner bien l'information au monde, pour bien les informer, puis qu'il y ait l'information directement de nous qui vient de professionnels. Merci. Je vais y être moi aussi, M. le maire. Pardon? Je vais y être moi aussi au séance. Bien, tout le monde, tous les citoyens sont invités, puis nous, on prend le temps de discuter avec les citoyens, c'est ça qui est important. J'ai plusieurs questions encore. Est-ce qu'on notre demi-heure est épuisée? C'est 45 minutes. C'est 45 minutes? Ça fait effectivement 30 minutes, effectivement. Alors, M. Pierre Bouffard... Oh, attendez, excusez-moi, parce que j'ai perdu la question. M. Pierre Bouffard, Monsieur le maire, toutes les autres villes de la Côte-de-Beaupré ont déjà colmaté la plupart des trous, nids de poules, soit avec de l'asphalte ou avec du 0,3 dans les cas où les trous étaient pleins d'eau, de manière à éviter leur agrandissement. De plus, il y a un élu qui demeure dans le haut de Saint-Achillé qui le constate probablement lui-même. N'y a-t-il pas des employés de la ville qui parcourent les routes? Donc, comment se fait-il qu'il n'y ait aucun travaux de débutés? On sait que nos employés de la ville parcourent la route régulièrement et qu'il y a des interventions qui devraient être faites. On est au courant de ça. On essaie d'agir là-dessus. On a une personne qui va rentrer en fonction bientôt. On va prendre le temps de faire le tour du sujet avec la personne, puis on va expliquer les attentes des citoyens. Je suis pas mal sûr qu'il est déjà au courant, en grande partie, l'attente des citoyens, mais on va prendre le temps, puis oui, il y a des mesures qui peuvent être mises en place, puis il y a des pratiques aussi qui peuvent être mises en place, puis on peut éviter aussi d'avoir à circuler au niveau de Saint-Achillé-Saint-Ignace sans faire d'intervention. Puis lorsqu'on a fait la campagne électorale, les citoyens nous le disaient, ben tu sais, quand ils partent, il y a un trou, mais avec un sac, on peut patcher un trou de temps en temps, puis il y a des choses qui peuvent se régler, puis pourquoi c'est pas fait? Honnêtement, je ne sais pas pourquoi c'est pas fait, mais il faut que ça se fasse. Puis ça demande une organisation du travail, puis une restructuration des activités. On avait dit il y a quelques mois qu'on allait restructurer l'école blanc, c'est fait. Après ça, on a dit qu'on allait restructurer l'école bleue, puis on s'en va vers ça. Donc, il y a une évaluation de la charge de travail, de l'organisation du travail qui va être faite. Puis on va évaluer l'ensemble de la situation pour être plus performant, puis répondre aux besoins des citoyens. Puis les gens, ils ont raison de parler, puis les gens, ils ont raison d'intervenir. Ça, on n'est pas en désaccord avec ça. Ce que j'aime moins un peu, là, c'est quand on identifie où c'est que les gens habitent. Ça, là, ça me fatigue au cube, c'est irrespectueux. Et ça ne respecte pas la vie privée des gens. Puis il y a des gens qui s'amusent à écrire, même sur Facebook, où c'est que les gens habitent. Puis moi, je pense qu'on n'a pas à faire ça, puis c'est pas correct de faire ça. Fait que je demande aux gens d'être respectueux par rapport à ça. J'en profite parce que la personne vient de dire qu'il y a des gens qui habitent dans des secteurs ou dans l'autre, mais ils n'ont pas d'affaire à indiquer des lieux précis, même en faisant référence à des voisins. Il y a des choses qui sont intolérables. Merci beaucoup. Si vous me permettez, je vais continuer avec une seconde question de M. Pierre Bouffard.
Comment expliquez-vous que le chasse-neige, charrue, entre parenthèses, s'est retourné à plusieurs reprises cet hiver durant des chutes importantes de neige et récemment sur la rue Barrette, laissant pratiquement tout le rang de Saint-Achille-Ouest non déneigé, voire dangereux? J'en ai aucune idée, je n'étais pas au courant de la situation, donc on va valider ces choses-là. J'aurais aussi... Un instant, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On n'est pas supposé intervenir dans la salle. Ça va. Si vous me permettez, j'aurais encore deux ou trois questions, s'il vous plaît. Oui. Madame Geneviève Millette, deuxième question. Monsieur le maire, considérant l'état des infrastructures, bâtisses, routes, égouts et aqueducs, ouvrages d'art, etc. de la ville de Château-Richer, ne trouvez-vous pas qu'il serait irresponsable de dépenser quelconque somme d'argent que ce soit sur la bâtisse aux 3 couvents? Première des choses, il y a beaucoup d'infrastructures à changer à Château-Richer, il y a beaucoup d'infrastructures sur lesquelles on doit intervenir, entre autres les bâtiments. L'an passé, on a commencé à investir au niveau de la bibliothèque, on a fait des restaurations. Il y en a encore à faire, puis il y a du budget à prévoir pour ces restaurations-là, parce que oui, c'est bien d'acquérir des bâtiments, d'acquérir des voitures, mais aussi il faut prévoir ces entretiens-là. Et ça fait partie de notre plan stratégique, je dirais, au niveau du financement de nos actifs, de s'assurer de leur pérennité et de leur entretien. Fait qu'il y a tout un mode d'approche au niveau administratif à faire, puis à développer là, des façons de faire pour être capable de prévoir ces coûts-là d'entretien puis de mettre des sous de côté. C'est des choses qu'il faut regarder avec le temps. Puis il y a beaucoup de dossiers à régler au niveau des infrastructures, puis on va les prendre un par un. Et lorsqu'on travaille sur un dossier, parfois ça peut prendre 1 an, 2 ans avant d'embarquer dans un dossier puis pouvoir l'accomplir parce que les démarches sont longues et très compliquées. Donc, les choses n'arriveront pas toutes en même temps, puis on planifie en fonction des ressources qu'on a financières. Merci beaucoup. Si vous me permettez, il reste 2 questions de citoyens différents. Madame Pamela Talbot. Bonjour. Pour ce qui est du chemin Mercier, qui va changer au niveau de la ville, est-ce que nous, sur le chemin Saint-Ignace, allons changer d'adresse, puisqu'on est tous des adresses mélangées? Merci. Nous allons vérifier l'information auprès de l'urbanisme, du service de l'urbanisme. J'inviterai Mme Talbot à appeler au service de l'urbanisme pour avoir l'information directement. Ça va être moins compliqué, ça va être plus vite. Merci beaucoup. Et puis, dernière question que j'ai en ligne, Mme Caroline Poirier. Dans quelle référence on peut trouver que le vieux couvent est en bon état, car dans les 2 rapports disponibles, il n'y a aucune conclusion à ce sujet? Merci. J'aimerais qu'on se base sur des faits, non des discussions verbales, s'il vous plaît. On se base sur les rapports qu'on a reçus à date et sur ceux qui vont entrer. Là. Donc, on se base sur des faits et encore là sur des expertises de professionnels qui sont accrédités et ils sont reconnus pour leurs compétences. Merci beaucoup. Marie-France Biloc, dans le rapport de Maxime Lapalme, il est mentionné 7 ou 9 fois, le chiffre exact, mais c'est entre 7 et 9. Qu'il y a des infiltrations d'eau pour le 3 couverts. Vous venez de dire qu'il n'y en a pas. L'avez-vous lu, le rapport? Oui, je l'ai lu. Madame Lavigne, pouvez-vous répondre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il y a de drôle dans ma question? Non, c'est parce que vous avez encore un ton, vous vous adressez à moi là, d'une drôle de façon, puis c'est juste désagréable, mais c'est pas grave, on va faire avec. Ce qui était important, parce que moi j'ai passé toute la journée avec lui, et il était vraiment très intéressant parce qu'il était extrêmement sérieux dans la diligence qu'il a là, effectivement, de regarder, etc. Donc il y avait des endroits où on a vu que, par exemple, sur des plateaux au niveau des fenêtres, il y avait des endroits où ça avait gondolé, quelques-uns, assez rares quand même, là. Et c'était la question de savoir, est-ce que c'est le mur qui transpire, est-ce qu'il y a eu des fenêtres qui sont restées ouvertes, etc. Donc ça a été évalué avec des études spécifiques sur la maçonnerie parce qu'il y avait des grandes inquiétudes par rapport à la maçonnerie. Donc toutes les analyses sur la maçonnerie ont été faites. Donc on sait qu'il n'y a pas d'infiltration qui viennent ni du toit, ni de la maçonnerie. Donc qu'il y avait des infiltrations qu'on a vérifiées d'où elles venaient ou d'où elles pouvaient provenir. En tout cas, il est certain que ça ne vient ni de la toiture, ni de la maçonnerie. Et tout ça a été travaillé de façon intègre. Oui, surtout il mentionne quand même qu'il y a eu des infiltrations d'eau. Il mentionne, puis en même temps, il nous a dit aussi qu'il achèterait la bâtisse dès demain s'il le pouvait. Il n'y a pas de conclusion à ce Et parce qu'il ne peut pas le faire, vous le savez très bien que les inspecteurs ne peuvent pas le faire, mais il l'a nommé en présence de différentes personnes qui étaient là.
Alors, ça donne l'idée quand même. Je les vous le nomme pareil, même si vous ne voulez peut-être pas l'entendre, mais je vous le dis pareil. Voilà. C'est pas des faits, c'est juste des paroles. C'est des paroles, mais il y avait des témoins qui étaient là, donc voilà. C'est le rapport qui a été fait. En même temps, il n'y a quand même pas des choses très alarmistes non plus, si vous lisez le contrat et puis le rapport de façon très correcte. Absolument. Et puis c'est pour ça qu'on a refait d'autres études qu'on a regardées. Et c'était le deuxième rapport d'inspection qu'on a fait. On en a fait deux. Le premier, on s'entend qu'il y a eu une erreur, on l'a nommé. Pour ce qui est du reste, on ne peut pas le discréditer non plus. Il a été réévalué par le ministère de la Culture en plus. Puis sur les tablettes, l'eau qui est présent, il ne sait même pas si ça peut être des pots à fleurs qui ont été déposés là, c'est l'eau qui a débordé. Nous, on a demandé d'ouvrir un mur ou c'est une tablette pour voir en dessous, puis il n'y avait pas d'infiltration d'eau. Parce qu'on a dit, on veut être sûr, ben il dit, je ne veux pas briser le mur, on le défait, on regarde. Puis il l'a défait, puis il a regardé, puis il n'y avait pas d'infiltration d'eau. Moi, l'infiltration d'eau, ça peut venir sur le dessus. Il n'y avait pas de trace à part que l'eau qui avait été, des choses qui avaient gondolé qui avaient été ondulées, je vais dire, sur une tablette. C'est peut-être un pot à fleurs qui a débordé, là. Mais j'ai dit, allez voir pareil en arrière du mur, puis on était voir en arrière du mur. Parce que je voulais pas prendre de chance. Je voulais être sûr qu'on ait l'information complète. On est allé voir. Parfait, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions en ligne? C'est toi en ligne, Est-ce que vous me permettez d'ajouter un point? Ben oui, allez-y. Écoutez, j'aimerais ça rassurer, si je veux bien dire comme des choses comme ça, pour les citoyens. D'abord, le 25 novembre dernier, il y a eu une rencontre citoyenne pour exposer la situation, tout simplement. Tout le monde était invité. Il y a eu des gens qui se sont présentés à la rencontre. On fait part de l'histoire aussi. Et ça, on n'en entend pas parler beaucoup là, en ce moment, là, ici, ce soir, admettons. Nous, comme équipe du Conseil, là, oui, il y a le volet monétaire, puis elle n'est pas prise, la décision encore. Pourquoi? Parce qu'on est très exigeant autour de la table. On veut avoir les réponses. On sait quand même que la Ville fait affaire avec les experts reconnus par la Fédération québécoise des municipalités, le MAMACH. À chaque rencontre, on a des questionnements par rapport à ça et on peut dire qu'on se challenge très, très fort. Donc, nous aussi, on est là autour de la table là, à analyser la situation, à vouloir prendre la meilleure décision pour les citoyens. Et au-delà du coût monétaire, il y a tout le volet riche d'histoire aussi. Quand on est une équipe conseil, on a le devoir de regarder cet aspect-là, même si elle n'est pas monétaire. Alors, il y a du vécu. C'est le seul immeuble patrimoine dans le noyau villageois de la ville de Château-Richer. Et on doit prendre la décision de le préserver ou pas. Ce n'est pas une mince affaire. Alors, c'est ce qui fait que parfois, mettons, la rencontre planification stratégique n'a pas été faite encore. On le sait qu'on doit la faire. Mais admettons que les priorités sur les derniers mois, c'est un peu basé beaucoup sur l'analyse de ça. Et de la réception du programme PUI aussi. Parce que, rappelons-le, le service des égouts, c'est une priorité pour notre ville aussi. Et on a reçu avec bonheur une demande favorable qu'on a reçue pour 2,2 millions. Enfin, on ne va pas la mettre de côté non plus. On veut la traiter, évidemment. Donc, il y a beaucoup de choses sur la table. Lors d'un mémo de la ville qui est passé sur le site Facebook, il a été bien mentionné que nous allions présenter un montage financier de ce qui s'en vient, des coûts que ça va représenter pour les citoyens. Là, chacun, d'abord à côté, peut bien dire des montants, là. Mais la Ville va présenter aux citoyens, on l'a annoncé, un montage financier que nous attendons aussi, avant de prendre la décision, tout simplement. Puis tout le monde peut le dire, là, à quel point qu'on est exigeant, qu'on veut comprendre les choses aussi, parce que des fois, quand on lit ces rapports-là, je dirais que chacun pourrait interpréter à sa manière. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien là, on pose des questions, là, nous autres. Ça, c'est quoi ça veut dire exactement? On n'est pas tous des experts en bâtiment, évidemment. Alors moi, je veux rassurer les gens qu'on veut prendre la meilleure décision pour les citoyens, autant économique que autant culturelle, parce qu'on a le devoir de regarder cet aspect-là aussi pour nous. Je voulais préciser ça. Je vais préciser une chose par rapport au montage financier. Là, je pense qu'on s'en va en appel d'offres dans des affaires. Là. Fait que c'est sûr qu'il y a des chiffres qui apparaîtront pas parce qu'on
on n'est pas pour divulguer de l'information qu'on n'a pas à divulguer, là, ça c'est clair, mais il y a de l'information qui va être partagée, ça c'est sûr aussi en même temps. Mais il y a des montants là, qu'il vous comprendrez qu'on n'est pas pour mettre des choses publiques puis faire une surenchère aussi au niveau des appels d'offres par la suite. Là. Donc, en bout de ligne, les coûts de tout ça, là, on veut pas que ça monte en flèche non plus parce qu'on a affiché des choses. Là. Donc, tout ça va être évalué avec la direction. Puis la direction va nous suggérer des choses pour voir qu'est-ce qu'on doit faire tout en préservant notre petit côté là, où on sait qu'on doit aller en appel d'offres. Donc, il y a une procédure à suivre. Donc, on va suivre les recommandations de la direction puis on s'enlignera par rapport à ça. Mais on a avancé des chiffres, là, c'est sûr. Mais les détails et tout ça, là, je ne suis pas sûr qu'on va aller jusque là-dedans. Là, mais on va attendre de voir un peu qu'est-ce qui va se passer avec les recommandations qui vont être sur la table aussi en même temps. Puis qu'est-ce que le ministère aussi nous propose dans ces dossiers-là. Ça vous va? Donc, ça met fin à la période de questions. Donc, considérant que nous avons en réalité tous nous avons abordé tous les sujets de l'ordre du jour et qui ont été discutés. Donc, en conséquence, je réponds à la proposeur pour la levée de l'Assemblée. Je propose, M. le maire. Donc, Mme Lefrançois propose que la levée de l'Assemblée soit faite aujourd'hui le 13 avril. Donc, ceux qui sont d'accord? Oui, ça va. C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été présent.